Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par IPC dans le cadre de son programme de webinaire dédié aux industriels de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire des choix pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Alors, avant de démarrer, je voulais couper ma caméra pour avoir plus de flux. Donc vous pouvez télécharger le support de présentation. Il y a des documents à distribuer, il y en a deux. Il y a la plaquette IPC et puis le support d'aujourd'hui. Donc là, vous pouvez le télécharger. Donc, ça vous permettra d'avoir le support. Voilà. Et puis, vous pourrez également poser des questions. Donc, on reviendra à la fin de la présentation. Je vais dérouler ma présentation et puis à la fin de la présentation, on repassera en revue il y aura un temps d'échange d'ici une petite demi-heure. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, c'est aujourd'hui, c'est de voir comment on répond, puisqu'en fait, on parle de transition écologique, d'enjeux écologiques. On a des solutions, notamment en termes de matériaux. Il y a plein de solutions qui émergent, qui sont proposées. Et c'est à un moment donné, c'est comment moi je fais des choix, comment en tant qu'industriel, je fais un choix pour avoir un produit plastique au final qui soit le moins impactant possible. Donc d'un point de vue environnemental, c'est tout l'enjeu de la transition écologique. Donc, alors, IPC en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas IPC. Donc IPC, on est le Centre technique industriel de la plasturgie des composites. On est là pour aider à la compétitivité de l'industrie nationale. Donc on aide tous les transformateurs ou tous les utilisateurs de pièces plastiques. On travaille sur trois axes principaux. Le premier, c'est l'économie circulaire. Donc, c'est répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui. On travaille essentiellement là-dessus sur l'intégrale, la recyclabilité des produits, l'éco-conception des produits déjà en premier, après la recyclabilité des produits, l'intégration de matières plastiques recyclées, des alternatives biomatériaux ou autres qui peuvent émerger, voilà, on les teste. Et puis, on a aussi cet aspect certification, accompagnement des industriels allant aux la certification pour à un moment donné prouver les démarches qu'on met en œuvre dans son entreprise. On a un axe industrie du futur où là l'économie circulaire est sous-jacente. C'est répondre aux enjeux de productivité et de personnalisation des produits. Ça redevient aussi, c'est pareil, hein, c'est que on n'est plus sur la production de masse, on est plutôt sur la production de masse de produits d'une pièce de base qu'on vient personnaliser au dernier moment. Et puis bien sûr, les enjeux de productivité, c'est de contrôler les process pour essayer de réduire le maximum de déchets ou les rebuts de fabrication. Parce qu'avant de recycler, déjà, il faut réduire le nombre de rebuts. Et puis après, on a un dernier axe sur lequel on travaille, ça va le rajouter, parce que bien sûr, et on le verra dans la présentation, c'est qu'un produit doit de toute manière répondre aux enjeux des marchés. Donc, c'est-à-dire, il y a beau être éco-conçu, fait dans une cadre d'une personnalisation, mais à un moment donné, il doit répondre à un enjeu, il doit être vendable en tant qu'industriel. Votre business, c'est de vendre des produits plastiques ou de la pièce plastique. Et à un moment donné, il faut que voilà, ce produit ait des fonctionnalités. Et c'est comment on ajoute des fonctionnalités à un produit tout en ayant aussi, comme je disais, l'économie circulaire intégrée dans la démarche. Alors, je ne vais pas tout vous passer. Là, je vous mets les slides. D'abord, vous avez tout dans un support de présentation. On a trois axes. On va dire on a 5 domaines d'activité stratégiques. On a une activité de recherche, c'est pour aller lever des verrous technologiques et être très en amont, par exemple comme le retour à l'alimentarité des polyoléfines, les microplastiques, les substances, voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et après, on fait du transfert vers l'industrie, soit de manière collective, soit de manière privée, en R&D, voilà, R&D privé, sous NDA, et, voilà, ce qui permet à l'industriel d'avoir aussi, de pouvoir travailler sereinement avec nous. Et puis, on a une activité de normalisation. Là, on travaille beaucoup sur les matériaux et la redéfinition des normes sur les matériaux pétrosourcés, mais aussi les recyclés et les biosourcés. Et puis, on a l'aspect certification,
où là, on est laboratoire agréé pour recyclage, pour la recyclabilité des produits, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et TÜV, c'est pour la biodégradation des matières plastiques biodégradables. Et puis le LNE, donc nous on a travaillé, donc on a développé le protocole de certification où le LNE vous certifie le taux d'intégration d'un recyclé dans un produit plastique. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une certification sur le taux d'intégration. Et ça peut être aussi, ou alors, comme je dis, ça peut être soit sur un produit plastique, soit au niveau d'un site de production, en termes de moyenne. Là, vous avez le détail des activités par site, donc je vous laisserai le découvrir. Je ne vais pas passer là-dessus. On a des spécialisations, donc on a 4 sites opérationnels, plus le bureau de normalisation qui est à Paris. Chaque site a des compétences particulières et c'est voilà, en fonction des besoins que vous avez. On a aussi développé des outils. Donc il y a C3R Impact, je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est l'outil d'ACV qui a été développé par IPC. Donc ça permet de mesurer, d'essayer de quantifier l'impact environnemental de son produit et des choix qu'on fait. Justement, c'est le sujet de ce webinaire. Polyméo, c'est une base de données matériaux avec notamment sur les recyclés, les biosourcés et les pétrosourcés, avec des notions de substance aussi et de présence de substance ou pas en fonction des sourcings, notamment pour les recyclés. Et puis Airtex, c'est les moyens pour pouvoir intégrer les recyclés dans votre process industriel quand vous êtes transformateur. Donc on va venir maintenant à l'enjeu de ce webinaire, c'est comment faire des choix pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Alors pourquoi déjà, pourquoi on parle de transition écologique? Et donc je vais refaire un petit focus contexte, ce qui se passe au niveau européen et au niveau national. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans toutes les lois, dans tous les décrets, mais c'est vous donner les grandes tendances. Et après, voilà, et on va aborder après comment, à partir de ça, comment je fais des choix. Donc, comme je disais, voilà, il y a un constat, et bon, aujourd'hui, on ne peut pas le renier, c'est que l'homme doit limiter son impact sur l'environnement. Hein. Donc, et donc, quand on parle donc la mesure, la valeur de base, c'est les émissions de CO2, voilà, de CO2. Donc, c'est les réduire au maximum. Donc, c'est réduire l'activité, voilà, humaine. Parce qu'en fait, l'activité humaine est responsable des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, c'est ça la transition écologique, c'est comment je réduis et j'essaie de diviser avec un objectif de diviser par 6 les émissions de CO2 d'ici 2050. Donc, c'est comment dans mon activité industrielle, c'est pas de dire on arrête tout. Hein. On n'est pas dans la régression, mais on doit à un moment donné limiter notre impact tout en ayant des niveaux d'activité corrects et quand tout le monde ait son activité dans son entreprise. Et puis, bien sûr, on doit aussi lutter contre le réchauffement climatique, mais ça, c'est lié aussi aux émissions de gaz à effet de serre. C'est voilà, avec limiter le réchauffement climatique à 2 degrés dans les années à venir, plus 2. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a des mises en place de stratégies climat par l'Europe et les États pour réduire l'empreinte carbone de l'activité humaine. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de voilà, c'est une transition écologique nécessaire. C'est qu'on fait des constats et aujourd'hui, c'est comment on y arrive et comment on va y arriver. Donc, au niveau de la plasturgie, il y a un contexte européen qui est défini au sein de la Circular Plastic Alliance, où en fait, l'objectif, c'est d'augmenter l'utilisation de matières plastiques recyclées dans les produits plastiques, jusqu'à 10 millions de tonnes d'ici 2025 pour l'Europe. C'est-à-dire pour la France, on doit être à 2025, on doit être à un objectif d'1 million de tonnes. Si on prend le label MORE aujourd'hui, donc qui est en fait un système qui permet de comptabiliser le taux de les quantités de matières recyclées utilisées par les industriels transformateurs en France, mais aussi en Europe. Donc c'est un label qui est piloté par Polyvia au niveau français. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000 tonnes déclarées, donc on voit quand même qu'on a encore du travail à faire pour l'intégration de recyclés. Ça doit se faire aussi, on doit garantir la qualité et la sécurité des produits, mais c'est pas intégrer du recyclé, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Pour intégrer du recyclé, c'est pas parce qu'on a intégré du recyclé qu'on a fait un produit éco-conçu et un faible impact environnemental. Donc c'est aussi éviter les fausses idées, les fausses bonnes idées. Et voilà. Donc c'est nécessaire de récupérer la matière qu'on a mise sur le marché, mais à un moment donné, il faut la réintégrer de manière intelligente. Excusez-moi. Il y a un contexte réglementaire aussi français, la loi AGEC, le climat, je ne vais pas passer tout. Voilà, il y a
différents décrets qui existent. Il y a des articles, voilà, et tout ça définit, va favoriser l'éco-conception des produits, l'utilisation des matériaux plastiques moins impactantes, d'interdire quasiment certains produits, les usages uniques, voilà, de favoriser le réemploi, le recyclage, mais c'est pareil, le réemploi, il faut valider le réemploi voilà, par rapport à un emploi unique. Voilà, le recyclage des emballages, c'est pareil, l'impact du recyclage. Tout ça fait qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, c'est à un moment donné, il y a la bonne solution pour la bonne application. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est compliqué là-dedans, c'est de dire comment je fais des choix. Alors, les décrets, les lois vous donnent des idées, voilà, vous donnent on va dire des objectifs sur certains secteurs de marché, par exemple dans l'emballage. Si on prend le décret 3R, après, c'est comment j'y arrive et quelle est la meilleure solution. Et puis, il y a la nouvelle responsabilité élargie du producteur. Donc là, c'est l'extension des REP existantes. Donc, on a les filières emballage qui va arriver sur les produits, les emballages professionnels. Donc, la poubelle jaune, aujourd'hui, demain, c'est pas la poubelle jaune, mais il y aura la filière des emballages industriels qui aujourd'hui n'était concernée par des responsabilités élargies de producteurs. Les VHU, voilà, donc il y a des nouvelles matières plastiques recyclées qui vont arriver sur le marché et qui vont être collectées. Puis bien sûr, il y a quasiment le BTP, le jouet, l'article de sport loisir, les articles de bricolage jardin. Aujourd'hui, si on va dire, on va dire, il y a 90% des produits plastiques mis sur le marché qui vont être éco-taxés. Éco-taxés, c'est-à-dire qu'il y aura une écotaxe qui va être appliquée sur le produit plastique, ce qui va permettre de pouvoir organiser des filières de recyclage et de revalorisation. Donc, de mettre à disposition de la matière pour les industriels pour pouvoir la réutiliser et la réemployer dans la réalisation de nouveaux produits. Bien sûr, tout ça doit se faire aussi avec une certaine logique et il ne faut pas que pour aller récupérer un morceau de plastique, en fait, on ait des impacts qui s'accumulent et notamment du transport, de logistique. Par exemple, dans le BTP, aujourd'hui, c'est la grosse question. Voilà. C'est comment d'un chantier, j'arrive à concentrer les produits plastiques que je récupère sur un chantier pour après les revaloriser et en faire de la matière plastique réemployable. Aujourd'hui, il y a aussi, dans le contexte du Green Deal, donc c'est pareil au niveau européen, il y a une démarche qui s'appelle Safe and Sustainable by Design. En fait, c'est des produits sûrs et sécurisés et éco-responsables. Donc, ce principe dit qu'il faut avoir une approche innovante tout au long du cycle de vie du produit, allant du matériau à la fin de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce que je disais tout à l'heure, choisir un matériau en disant je prends une matière recyclée ou je prends une matière biosourcée et j'ai fait le job. Non, l'impact d'un produit se voit sur toute la chaîne du cycle de vie du produit. Je vais revenir dessus, on va le détailler phase par phase pour voir les impacts. Mais voilà. Et donc, c'est d'avoir une approche globale de l'éco-conception. C'est-à-dire, on s'appuie sur 3 piliers qui sont l'aspect sécurité, où on parle de santé, d'environnement. Il y a le pilier de la circularité, donc là, c'est d'avoir des produits durables. C'est-à-dire qu'avant de les recycler, c'est aussi qu'ils durent longtemps, plus longtemps que, voilà, et pas du jetable, du réutilisable. Donc, c'est-à-dire que là, on reprend le produit, mais dans sa fonction initiale, la barquette ou la bouteille d'eau qu'on va remplir et réutiliser comme une bouteille d'eau. Le réparable, donc là, c'est pareil. Et puis le recyclable, donc là, c'est. Voilà, et travailler aussi sur les ressources. Et donc, par exemple, voilà, travailler sur les biosourcés, mais en évitant des impacts sur, par exemple, au niveau des terres agricoles ou sur les terres alimentaires qui servent à l'alimentation. Et puis après, il y a l'aspect fonction, parce que le produit, il doit quand même répondre à un certain, comme je disais, il doit être vendable, il doit être pertinent industriellement, il doit répondre à des réglementations. Donc là, il doit avoir des propriétés plus ou moins avancées, mais voilà, il doit être sur des procédés efficients. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est réfléchir à ce qu'on fait et est-ce qu'aller métalliser un morceau de plastique aujourd'hui, c'est encore, voilà, c'est encore ça doit encore exister, c'est la question à se poser. Et puis, bien sûr, le design. Alors, dans le design, on parle de conception. C'est la manière de faire le produit pour qu'il soit irréparable, recyclable, c'est-à-dire qu'on arrive à le démanteler en fin de vie. Voilà. Donc, tout ça, comme je disais,
cette réflexion doit se mettre aussi dans un contexte. Le premier, c'est que la société, hein, nous, citoyens, il faut qu'on accepte quand même le produit, encore le produit. Donc ça, c'est tout cet enjeu-là aussi, c'est comment le consommateur réagit par rapport au produit qu'on a développé. Il peut être super éco-conçu, mais pas du tout accepté par les citoyens. Il y a l'aspect réglementaire, on le voit, et ça c'est encore aujourd'hui, c'est ce qui crée beaucoup de flou parce que les réglementations sont perpétuelles et évolution. Donc ça c'est aujourd'hui, c'est un peu la difficulté pour un industriel d'évoluer là-dedans. Hein, c'est parce que les lois, on voit, hein, à un moment donné, l'emballage, les biosourcés sont quasiment exclus. Là, on entend des tendances au niveau européen avec la nouvelle loi, la nouvelle réglementation sur les emballages. Les biosourcés reviennent dedans. Donc voilà, c'est pas toujours évident pour un industriel de se positionner par rapport à la réglementation. Et puis bien sûr, il y a la pertinence industrielle, et ça c'est l'objet, on va dire, c'est l'objet même de votre entreprise. Hein, c'est qu'à un moment donné, il doit pouvoir se commercialiser ce produit, être rentable aussi. Et donc ça c'est important aussi qu'il y ait cette pertinence industrielle. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'approche globale de l'éco-conception, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où sur l'aspect sociétal, réglementation, pertinence industrielle, et c'est ça qui va permettre d'aider à faire des choix. Donc la méthode, on va la passer maintenant en revue. Et pour contrôler ça, on intègre aussi ce qu'on appelle la notion d'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que l'analyse de cycle de vie, elle ne se fait pas comme ça, hein, c'est qu'à un moment donné, elle sert à évaluer, pas forcément mesurer, hein, parce que la problématique, c'est la qualité des data, mais elle va permettre d'évaluer le choix d'une solution par rapport à une autre et d'essayer d'être le plus pertinent possible. Alors, comme je disais, voilà, on a une obligation de faire différemment. Bon, je vous refais une petite liste, un résumé de ce qu'on vient de dire précédemment. Et puis en face, on met des solutions matériaux. Et souvent, on passe par là. C'est qu'aujourd'hui, on dit, ah ben moi, voilà, j'ai fait des bio-PE, j'ai des biosourcés, des biodégradables, j'ai des biosourcés non biodégradables, et puis j'ai des polymères conventionnels, j'ai les recyclés. Et en fait, toute solution, ou alors je vais faire des mix, voilà, des matières avec des coquilles d'huîtres, avec des fibres naturelles et autres. Et à un moment donné, c'est se dire, c'est quoi l'impact? Alors oui, les matières, au départ, elles sont peut-être à plus faible impact qu'un pur pétro sourcé. Mais au final, ce qu'il faut voir, c'est quel est l'impact sur le produit final et sur jusqu'à sa fin de vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, ça peut être voilà, un matériau, on va dire, qui peut être à faible impact en début de chaîne, va peut-être être très mauvais en sortie. Donc, c'est comment faire le bon choix. C'est ça qui est important et c'est pas simplement se positionner sur la matière en tant que telle. Et souvent, aujourd'hui, on prend des choix matériaux et on se dit, ça y est, on a fait un produit éco-responsable. Ce n'est pas forcément le cas. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que l'écomatériau n'existe pas en tant que tel. Alors tout le monde a un peu l'impression, moi j'ai des bio, moi je fais du bio-PE, moi je fais du bio-sourcé, j'ai des matériaux à base de cellulose, donc qui ne sont pas plastiques, ce qui est faux. Parce qu'à un moment donné, de toute manière, même les biosourcés, toute matière est aujourd'hui un plastique. Est défini comme un plastique, donc on répond tous aux mêmes lois. C'est juste, en fait, c'est le sourcing de la matière qui sert à fabriquer le plastique, qui est différent. Donc, il n'y a pas d'éco-matériaux en tant que tel, mais par contre, le choix du matériau va avoir une forte influence sur le cycle de vie du produit plastique et sur son impact environnemental. Donc voilà, il n'y a pas de bons matériaux ou de mauvais en soi. Et en fait, c'est la mauvaise utilisation du matériau dans les cas d'usage non adapté. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de chaque application, il faut choisir le bon matériau. Et c'est pour ça qu'il est important, voilà, c'est que il sera écologique. En fait, le matériau ne sera écologique qu'en fonction du produit dans lequel il est intégré. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous pouvez prendre un biosourcé, il n'est pas forcément bon dans toutes les applications. Et même un pétrosourcé, voilà, des fois un pétrosourcé peut être meilleur en fonction de l'application par rapport à un biosourcé. Donc c'est important d'avoir cette notion-là, c'est que c'est une application, un produit et un matériau, et comment j'associe ces trois notions pour avoir le produit le moins important possible sur le cycle de vie du produit.
Donc, voilà, c'est comme on disait, c'est réduire les impacts environnementaux du produit tout en répondant aux contraintes techniques, parce que c'est bien beau de dire j'ai un produit éco-responsable, mais à un moment donné, il doit répondre à des contraintes techniques, économiques, esthétiques et d'usage. Parce que comme on disait, le citoyen, s'il n'en veut pas, parce qu'il n'est pas, voilà, il n'a pas une belle esthétique, et l'usage, il n'est pas total ou moindre que sur un produit moins éco-conçu que ce que vous avez fait, bah, en fait, il va faire son choix par rapport à l'usage et l'esthétique. Lui, c'est ce qu'il achète. Et l'économique aussi. Donc, c'est comment j'arrive à allier tout ça par rapport à la notion d'impact environnemental. Donc, ce qui est important de faire aussi, donc c'est en tant qu'industriel, c'est de faire de la veille, une veille permanente concernant les matériaux sur votre secteur d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention. Il y a des gammes de matériaux qui se développent pour des applications particulières dans les secteurs d'activité. Et c'est souvent là-dedans qu'il faut aller taper, comme on dit, en sourcing matériaux, et éviter voilà, d'aller chercher des matériaux un peu exotiques, parce que en fait, en général, ce qui se développe sur un secteur d'activité, c'est les matériaux qui seront les plus pertinents sur le cycle de vie du produit. Et puis, comme je disais, bah, c'est de partir de l'approche globale de l'éco-conception, mais c'est ce qu'on va voir. Hein. Donc, voilà, pour éco-concevoir un produit plastique, je pense que c'est la phrase qu'il faut retenir. Le choix du matériau est rarement suffisant, mais souvent nécessaire. Alors oui, parce qu'on part par le problème, c'est qu'en éco-conception, on part du matériau. Mais c'est pas parce qu'on a choisi un matériau éco-responsable qu'on a fait le job. Et on va voir pourquoi. Et il y a un cas, justement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'ai vu un article hier ou avant-hier sur le cas de Lego qui revient en arrière par rapport à des choix, alors qu'en 2021, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient l'ABS pour mettre du RPET, et là, en fait, ils se rendent compte qu'ils vont revenir à l'ABS. Et j'essaierai d'illustrer ça, pourquoi, justement, ce retour en arrière, alors qu'ils voulaient utiliser voilà, ils se sont dit, on va prendre du RPET, il y a du sourcing, c'est une matière voilà, est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à l'ego sur voilà, sur le contact, sur la notion de jouet, réglementation jouet. Donc, et en fait, ils se rendent compte que c'est pire que la solution en ABS qu'ils avaient avant. Donc voilà, comme je disais, c'est prendre l'éco-conception, donc c'est prendre des décisions éclairées en pensant au cycle de vie complet. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est le cycle de vie complet, c'est pas simplement l'aspect matière. Et, en fait, ça permet en fait aussi d'améliorer l'attractivité des produits et la réputation du produit par rapport au marché. C'est pas se dire j'ai fait ça avec une matière biosourcée, c'est à un moment donné, j'ai travaillé sur toute la chaîne, le cycle de vie complet de mon produit. Donc le cycle de vie d'un produit, il y a la matière première. Donc c'est pour ça qu'on disait le choix du matériau est nécessaire mais pas suffisant. C'est qu'à un moment donné, il faut passer par la matière. Après, il y a l'aspect fabrication, où là, on intègre les notions de conception, des fabrications, de process, process de mise en forme et process de finition, d'assemblage. Donc tout ça, c'est aussi un impact sur le produit. L'aspect distribution, bon là, on va dire, voilà, on considère souvent là-dessus, ça c'est plutôt pour les gens qui ont des grandes chaînes de logistique et autres, mais en général, on va dire qu'un produit soit éco-conçu ou moins éco-conçu, il y a toujours la même distribution. Donc, on va dire ça souvent dans le cas des pièces plastiques, c'est souvent à ISO niveau. Après, il y a l'utilisation. Ça, c'est pareil. Donc, l'utilisation du produit. Et puis, surtout, la fin de vie. Voilà, aujourd'hui, c'est un des gros facteurs impactants et notamment par rapport au choix du matériau qu'on fait en entrée. C'est la fin de vie du produit qui risque de pénaliser votre choix. Donc l'éco-conception, c'est voilà, on intègre les notions de protection de l'environnement, c'est dans le cadre de la transition écologique. Donc c'est de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour ça, on fait une analyse de cycle de vie. Donc c'est un outil d'évaluation multicritères voilà, et global sur les impacts environnementaux des choix qu'on a fait précédemment en éco-conception. Et puis, il y a aussi, pour faire cette analyse de cycle de vie, on a besoin de ce qu'on appelle des ICV, c'est les inventaires de cycle de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la donnée de qualité. Aujourd'hui, souvent, c'est ça sur certains matériaux, c'est un peu compliqué d'avoir des datas. Donc, on peut trouver un matériau qui peut paraître bon, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes ces données qui vont permettre de faire des calculs dessus, comme certains procédés ou les fins de vie. Voilà, aujourd'hui, il y a encore pas mal de travail à faire sur cet inventaire. Et IPC travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui, sur cette notion de données. Et si on n'a pas des données fiables
Et de qualité, ben, on fait des mauvais calculs et on peut pas comparer des choses qui sont faites avec des datas qui sont pas fiables. Donc, comme je disais, l'analyse du cycle de vie, parce que c'est important, voilà, on parle de cycle de vie, hein, comme je dis, il y a ces cinq étapes essentielles du cycle de vie d'un produit. Mais à un moment donné, il faut évaluer à chaque niveau, en fait, ben, l'impact des choix qu'on a fait. Donc c'est pour ça que c'est un choix multi-étapes, hein. C'est-à-dire qu'on on compte toutes les étapes du cycle de vie de manière indépendante, mais après on additionne le tout, on compile le tout et on regarde ce que ça donne sur la globalité. Donc c'est-à-dire qu'on peut être bon à une étape du cycle de vie, mais pas forcément sur la globalité du produit. C'est multi-indicateur, en fait, il y a 16, il y a 16 indicateurs, hein, qui sont pris en compte, en fait, dont le plus important, bah, c'est le CO2, hein, les émissions de CO2. Il y a l'impact sur les ressources, il y a l'eutrophisation de l'eau, on va dire, c'est les trois qui sortent en général, qui sont mis en avant. Mais la plupart, voilà, il y en a 16 au total qui sont définis et qui permettent en fait d'évaluer le produit dans sa globalité. Et c'est aussi on est sur un système on est sur un environnement multisystème. C'est-à-dire que si votre pièce plastique, elle vient dans un produit, elle s'intègre dans un produit, ben en fait, on est capable aussi, avec la méthode multicritère, parce que ça, c'est important, c'est qu'en fait, on va voir l'impact de la pièce plastique, mais après, il faut voir l'impact de la pièce plastique mise dans un système plus complexe. Donc, et ça aussi, ça peut changer les choses. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien éco-conçue, et quand elle est intégrée dans un système plus complexe, cet impact, il peut être moindre. Donc, comme je disais, on a 5 seuils, 5 étapes dans un cycle de vie. La première étape, c'est les matières premières. Donc, l'impact des matières, en fait, on voit, c'est vrai que c'est souvent là que surtout les fabricants de matières vont mettre en avant en disant ma matière est moins impactante que ce qu'un pétro-sourcé, et d'où l'utilisation de la matière. Et on va voir que derrière, ça peut avoir d'autres impacts sur le reste du cycle de vie. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui l'impact des matières, si on prend une base, un PEHD pétro-sourcé, on voit qu'un PEHD recyclé mécaniquement, on divise quasiment par 2 son impact, ce qu'on appelle l'indicateur de changement climatique, hein, les kilogrammes équivalent CO2, on divise par 2. Et bio-PE, donc ça veut dire que là, c'est un pétro-sourcé où on a mixé une partie de la formulation est basée sur des ressources naturelles, la biomasse. Donc on voit aussi qu'on réduit l'impact un peu moindre que sur un mécanique, mais on réduit. Le PLA, si on prend, on voit que on a un changement climatique qui est assez élevé, mais si on prend ce qu'on appelle ça on prend la prise en compte du CO2 absorbé pendant la croissance de la plante, et c'est là-dessus qu'on joue, on voit que l'impact environnemental, le changement climatique est beaucoup plus faible aussi qu'un pétro-sourcé. Donc c'est pour ça qu'on met en avant les biosourcés, les biopolymères, voilà, type bio-PE, bio-PP et bio-PET, et les mécaniques. Sur le chimique, on voit que si on prend, alors ça c'est une étude qui a été faite par Savic, donc en fait, si on regarde, on est quasiment équivalent à un pétro-sourcé vierge, hein, en termes d'impact environnemental sur un recyclé chimique. Voilà. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le chimique, tout son intérêt, c'est d'aller se positionner sur des produits qui ne seront pas recyclables mécaniquement. Et que si là on prend et qui vont, par exemple, jusqu'à maintenant, s'ils ne sont pas recyclables mécaniquement, en général, ils finissent à l'incinération. Donc si on prend la phase d'incinération en fin de vie, c'est-à-dire le pétro-sourcé plus l'incinération en fin de vie, là en fait, le chimique a tout son intérêt, on a à peu près un gain de 80%. Donc le chimique, c'est intéressant, mais dans certains cas, et jusqu'à maintenant, voilà, c'est plutôt dans certains cas, et c'est important de prendre en compte que c'était des produits qui de toute manière finissaient en incinération en fin de vie. Et voilà. Donc là, on a tout l'intérêt du chimique. Mais autrement, c'est plutôt rester sur le mythe du mécanique. Donc on voit qu'en fait, oui, en fonction des typologies de matières qu'on peut vous proposer, l'impact peut être réduit par rapport à du pétro-sourcé.
C'est tout l'intérêt aussi de la transition écologique, hein, notamment puis par rapport à l'épuisement des ressources fossiles. Mais voilà, mais, comme j'ai dit, on va voir maintenant que ça peut aussi, il y a d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte et qui peuvent changer cette donne et ce classement. Le premier, notamment par rapport aux matières plastiques recyclées. Attention au transport et puis ce qu'on appelle au mix énergétique. En France, on a un avantage, c'est qu'on a un bon mix énergétique, hein, avec le nucléaire. Si c'est pour aller chercher du recyclé en Allemagne ou travailler avec du charbon, déjà c'est moins intéressant par rapport à du vierge. Et puis après, du vierge qui est fabriqué en France. Euh, et puis c'est pareil, si vous devez aller chercher du recyclé aux États-Unis, et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un seuil minimum d'intégration parce qu'il y a tout le coût de l'impact du transport qui va être dedans. Et si on voit que si on met moins de 10% de recyclé dans un produit en allant le chercher aux États-Unis, il vaut mieux rester en vierge, 100% vierge en européen, ou on va dire en moyenne 800 km de camion, voilà. Et on sera mieux en termes d'impact environnemental en restant en vierge. Donc, ça, c'est pour vous montrer aussi que voilà, c'est pas parce qu'on vous dit recycler, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est super. Sauf si vous n'allez pas le chercher dans le bon pays, vous allez le chercher à l'autre bout du monde, il y a un moment donné, et on voit que quand on commence à avoir un équilibre, c'est à partir de 30%. C'est-à-dire qu'en fait, aller chercher du recyclé aux États-Unis par rapport à un PP vierge européen, il vaut mieux, voilà, c'est intéressant si on est sûr d'en mettre un peu plus de 30% dans notre produit. Donc c'est important aussi cette notion, c'est pas simplement prendre les datas des matières en disant je suis à faible impact environnemental, c'est aussi attention à la logistique et au mix énergétique lequel la matière est fabriquée. Deuxième étape de l'éco-conception, c'est ce qu'on appelle la fabrication. Donc là, la fabrication, on a la conception. Donc là, c'est valider et faire attention aux impacts au niveau du design du produit. Et le produit doit toujours répondre à un usage. Alors, quand je dis design du produit, c'est aussi, on se rend compte des fois, mettre un biosourcé ou mettre un recyclé va peut-être nécessiter de mettre plus de matière. Donc au final, avoir un impact qui va être réduit par rapport à un vierge, parce que pour compenser les différences ou les pertes mécaniques, on va être obligé, ou alors il va falloir changer de design du produit. Voilà, mais des nervures, voilà. Donc ce qui peut aussi avoir un impact en termes d'usage. Donc faire attention à ça, c'est-à-dire que c'est bien beau de mettre du recyclé, du biosourcé, mais si derrière j'en mets 2 fois plus que sur mon produit initial, voilà, je perds de l'impact par rapport à, je réduis en fait ma différence d'impact entre le vierge et puis la nouvelle solution est très faible. C'est pareil, le produit doit répondre à un usage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait par exemple qu'avec du recyclé, il y a des fonctions comme des fonctions charnières ou des choses comme ça qui sont un peu plus compliquées à réaliser. Donc c'est aussi important, voir le biosourcé, c'est un peu la même chose. Donc faire attention à ça aussi, c'est qu'à un moment donné, si l'usage il est moindre, et on verra dessus sur l'utilisation, si on réduit le temps d'usage, c'est pareil, ça a un impact négatif sur l'environnement. Il y a l'impact des procédés. Par exemple, l'injection, voilà, l'injection, extrusion, thermoformage, je vous ai donné quelques valeurs. Par exemple, on le sait, par exemple, quand on parle d'injection, et c'était par exemple dans le cas Lego, là, ce qui a fait qu'ils sont revenus sur leur idée de faire des Lego en RPET par rapport à des Lego en ABS, c'est que la consommation énergétique pour transformer du RPET est supérieure à de l'ABS. Donc au final, on part d'une bonne matière, d'une matière soi-disant moins impactante en termes environnementaux, et au final, on ajoute dessus de la surconsommation énergétique pour pouvoir la transformer. Donc on réduit la différence. Et puis le deuxième impact, si on reprend l'histoire de Lego, là, parce que c'est tout frais, donc en fait c'est le design. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que comme ils sont dans un design qui est quand même contraint par le design du produit, hein, Lego, la brique Lego, elle doit rester, c'est un standard. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes en usage, notamment de casse et autres. Donc, ce qui fait que, voilà, on perd tous les avantages de la matière vierge ABS. Et puis, il y a tous les aspects finition.
Parce que des fois, prendre une matière voilà, recyclée, ça va nécessiter peut-être de la peindre, de la vernir, voilà. Donc, ouais, tout ça, c'est des process qui ont de l'impact et qu'on n'aura peut-être pas sur une matière vierge. Donc, il faut faire attention à ça. C'est aussi, et là, c'est le design du produit. C'est qu'est-ce qu'on est obligé de faire, ou est-ce qu'on va être obligé de faire de l'injection, de la bi-injection, de l'injection sandwich ou de la co-extrusion. Ben, ça veut dire qu'on se fait tourner 2 vis pour avoir une matière vierge en surface qui donne l'aspect couleur et puis on met le recyclé au milieu. Ben, tout ça, ça a un impact. Donc c'est aussi important dans le thermoformage. Est-ce que la matière recyclée ou biosourcée, elle est capable d'encaisser les mêmes déformations qu'une matière vierge? Voilà. Donc il y a tout ça, c'est important et à prendre en compte au niveau de cet aspect fabrication. Et le choix de la matière va impacter fortement cette dimension fabrication. En distribution, je le passe parce que bon, voilà, c'est du transport en général, du cartonnage, de la mise en carton. Donc en général, on peut se dire que que ce soit produit soit éco-conçu ou pas, on est dans les mêmes conditions. L'impact de l'usage, il y a la durabilité du produit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le fait de mettre du recyclé ou du biosourcé, est-ce que la pièce, elle va durer aussi longtemps que si j'étais en 100% vierge par rapport à ma solution actuelle? Donc là, c'est important aussi, voilà, cette notion de fiabilité, parce que si je dois fabriquer 3 pièces pour une durée de vie d'un seul dans le cas actuel, il vaut mieux rester dans la solution actuelle. Il y a l'impact du produit aussi en conditions d'usage, et ça devient de plus en plus important. Les aspects santé, environnement. Santé, c'est tout ce qui est microplastique, et environnement aussi, et puis toutes les notions de substance. Voilà, il y a les contacts alimentaires, et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est biosourcé qu'on est, on est bon au contact alimentaire ou au contact médical. Voilà, donc c'est faire attention à ces notions-là aussi. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est un critère qui devient de plus en plus important. La réparabilité du produit. Voilà, c'est comment je répare le produit. Donc voilà, il y a des aspects de notation sur 10, en fait, de pas réparable du tout à très réparable. Ça, c'est aussi un critère qui est important. Et puis après, il y a la notion de réemploi. Alors, ça, c'est une notion qui devient de plus en plus importante. Et ça, c'est pareil, il faut en prendre compte dans l'usage du produit. Est-ce que le produit et la matière que j'ai choisie au début de la chaîne, elle va permettre de faire du réemploi de produit? Alors, comme je disais, le réemploi, c'est pas de dire, c'est pas une matière c'est pas du recyclage. Un réemploi, c'est en fait, j'utilise le produit tel qu'il existe. Voilà, j'ai une barquette, j'ai une bouteille d'eau, je la lave, je la nettoie, et je la re-remplis pour un second usage. Et donc, on a des boucles d'usage. Et ça, aujourd'hui, c'est d'optimiser cette boucle d'usage. Donc là, c'est pareil, c'est dire, je peux peut-être prendre un matériau moins impactant, mais par contre, je vais peut-être réduire cette boucle d'usage. Et si je fais moitié moins de boucle d'usage que sur un matériau vierge de pétrosourcé, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent la référence, il vaut peut-être mieux rester en pétrosourcé et dire, j'en fais, j'ai un usage beaucoup plus grand en réemploi, avec un produit plus stable, plus durable dans le temps. Donc, c'est comment j'arrive à trouver l'équation là-dessus, et ça c'est important aujourd'hui de prendre ça en compte. Et cette notion de réemploi redistribue un peu la carte justement par rapport au choix du matériau initial. Et puis ce qu'on appelle l'impact en fin de vie. Donc là, c'est bien prendre en compte la fin de vie du produit. Et ça, souvent, c'est un peu oublié dans les phases d'éco-conception. Voilà, on a tous plutôt une fibre concepteur technique, concepteur de produits. Donc voilà, on va voir l'usage, on va voir la fabrication, la conception et puis le choix de la matière. Sauf à un moment donné, ce produit, même s'il est réemployé, même si voilà, il a à un moment donné, même s'il est réparable, à un moment donné, il va finir à l'état de déchet. C'est ça la fin de vie d'un produit plastique. Aujourd'hui, comme tout produit, c'est qu'à un moment donné, il finit à l'état de déchet. Et à un moment donné, il va falloir le recycler. Et c'est quoi voilà, en fait, c'est quoi son niveau de recyclabilité? Surtout avec les filières REP qui vont être mises en place, ça va être c'est un facteur qui devient de plus en plus important parce que l'écotaxe, ça va être basé là-dessus. C'est votre produit, ok, il est éco-conçu, mais est-ce qu'en fait, il est parfaitement éco-conçu avec une fin de vie, une filière de recyclage, voilà, une revalorisation de la matière en fin de vie. Donc ça, c'est important de prendre ça en compte et c'est de plus en plus important. Et ça va devenir de plus en plus important avec les REP.
Et justement, c'est aussi dans la fabrication et dans la conception, c'est penser aussi au démantèlement. Et là, tout matériau ne va pas pouvoir permettre un démantèlement si par exemple il y a multimatériaux, tous les matériaux ne permettent pas forcément un démantèlement du produit en fin de vie, donc une séparabilité des matières. Donc là, on veut dire on va réduire son niveau de recyclabilité. Donc aujourd'hui, au niveau des fins de vie possibles et celles qu'on est capable aujourd'hui d'à peu près évaluer, il y a le recyclage mécanique. Donc là, bon, aujourd'hui, c'est le standard et voilà, on va broyer la matière, la revaloriser pour la réutiliser dans un usage identique ou autre. C'est-à-dire qu'on est là dans la transition écologique, on a deux notions, c'est le déchet, la matière plastique que je récupère du recyclage mécanique, elle va permettre de refaire des produits, les mêmes produits. Donc là, je suis dans une boucle fermée. Ou alors, on va être un peu dans une boucle ouverte où en fait, le déchet d'un industriel peut être une sourcing matière pour un autre industriel. C'est-à-dire qu'en fait, la matière, si on prend aujourd'hui le cas de l'agroalimentaire, aujourd'hui on sait qu'on n'est pas capable de faire un retour à l'alimentarité des matières plastiques issues des polyoléfines, par exemple, dans le cas pour un retour, pour refaire une application alimentaire en fin de vie, après la fin de vie. On va utiliser cette matière pour faire un autre produit dans un autre marché ou dans une autre activité qui n'a pas ces contraintes. Il y a les recyclages avancés, alors c'est le recyclage chimique, mais comme aujourd'hui il y a de l'enzymatique, il y a de l'hydrolyse, il y a plein de choses qui existent et qui sont en train de se développer. Donc on parle de plus en plus de recyclage avancé. Donc là c'est une piste qui est en train qui est en phase de croissance, de développement. Il faut juste que le recyclage avancé trouve son positionnement par rapport aux solutions au recyclage mécanique. Les deux sont complémentaires. Il y a la valorisation énergétique, parce que oui, à un moment donné, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas. Bon, c'est-à-dire qu'il faut le prendre aussi en compte en termes d'impact. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi, on va dire la biodégradation. Hein, donc ça, c'est les résines biodégradables. Donc là, c'est on biodégrade la matière et puis voilà, on a des applications, donc ça peut être soit dans un terreau, soit dans un compost industriel. Et puis il y a la méthanisation aussi qui est en train de se développer avec les résines biodégradables. Sachant que par contre la biodégradation et la méthanisation aujourd'hui se pose la question des microplastiques. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que voilà, sur le recyclage mécanique, aujourd'hui, un biosourcé, il n'y a pas de filière qui existe. Et sur les matières vierges et les matières pétrosourcées, c'est pareil, toutes les filières n'existent pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de matières sont recyclables, mais elles ne sont pas recyclées. Donc ça, c'est aussi important de prendre cette notion-là en ligne de compte. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que la filière, elle existe ou pas? Donc ça fait pas, à prendre en compte aussi lorsqu'on fait la conception d'un produit où on veut changer de matière. C'est bien beau de dire, je suis passé d'un pétrosourcé à un biosourcé, sauf la fin de vie ici, sur cette partie-là, en fait, elle n'existe pas. À part la biodégradation, mais il faut, voilà, et encore, il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est plutôt le compost industriel qui fonctionne. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière de récupération, de revalorisation de ces matériaux. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va avoir un impact très négatif et ça peut avoir un impact très négatif quand vous faites l'analyse de cycle de vie de votre produit. Alors, tout ce que je vous ai dit là, en fait, on l'intègre en fait donc on fait ce qu'on appelle un bilan produit. Hein. Donc là, je me suis amusé. Donc c'est avec notre outil qu'on a développé, là, c'est Toiser Impact, donc l'outil ACV qui a été développé par IPC pour la filière plastique et composite, parce qu'on a un module composite et un module plasturgie. Donc là, je vous ai comparé. Alors c'est une barquette PP vierge, 100% vierge versus une barquette 100% recyclée PP. Donc là, vous avez vos 16 indicateurs, hein, comme je disais tout à l'heure. Et puis donc, vous avez en orange, c'est la barquette non recyclée, et en bleu, c'est la barquette non vierge. Et l'idée, c'est de comparer les gains qu'on a par rapport à la solution initiale qui est en 100% vierge. Je vais voir comment le recyclé joue sur les paramètres. Donc on voit par exemple ici sur l'écotoxicité de l'eau, on est moins bon parce que on a on lave en recyclage, on utilise beaucoup d'eau pour laver les produits, voilà, tout ça, et laver les matières. Donc on a un impact beaucoup plus important que avec du vierge. Par contre, on voit que sur le changement climatique, on est mieux. Donc c'est aussi important, c'est la consommation énergétique aussi, parce que
Là, on fait de la matière vierge, on est sur des gros systèmes industriels. Là, on est sur des broyeurs et des extrudeuses. Donc, en fait, la matière, on réduit, voilà, on a des facteurs sur lesquels on est mieux et d'autres facteurs où on n'est pas forcément mieux placé, notamment sur l'écotoxicité de l'eau. Donc, si l'écotoxicité de l'eau, c'est pareil, est un facteur important dans votre système, ben voilà, les recyclés ne sont pas forcément pertinents. Donc donc l'outil permet, voilà, donc on prend les cinq étapes du matériau jusqu'à la fin de vie et on intègre tout ça dedans et en fait ça permet d'évaluer donc par rapport à ces indicateurs. Donc là ce que je vous ai donné, donc on a un masse équivalente, on a un score unique. Donc un score unique c'est en fait on multiplie entre eux tous les matières, on additionne tous les facteurs avec les 16 indicateurs avec des facteurs de pondération, ce qui permet d'avoir une note unique au produit, et puis le changement climatique. Et on voit que mettre du recyclé, on diminue de 23% l'impact environnemental du produit. Donc c'est pour ça qu'aussi l'État et les pouvoirs publics mettent en place des incitations type Ormat ou autres pour intégrer et favoriser l'intégration de recyclé dans les produits. Et la décision de l'Europe de pousser aussi vers ça. Donc c'est bien, voilà, ce qui est important de retenir, c'est de décider en prenant en compte tous les aspects du produit par l'approche globale éco-conception, c'est-à-dire que c'est l'aspect technique, l'usage, et les impacts environnementaux, et notamment, c'est aussi, voilà, et notamment la fin de vie, et pas se limiter qu'au choix du matériau. En fait, c'est le message que vous voulez passer aujourd'hui, comment faire des choix, c'est justement de dire, il faut qu'à un moment donné, voilà, c'est pas qu'une matière, c'est pas parce que j'ai mis une matière éco-responsable que j'ai fait le travail. Voilà, j'ai fini. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, on peut passer au temps des questions, s'il y en a. Votre écoute. Oui, bonjour. Alors, nous avons une question qui est arrivée au sujet de matériaux. Ouais. Et donc, la question est la suivante. Quelle est la différence entre un bioplastique et un plastique biosourcé? Alors, c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a toutes les matières plastiques qui sont mises sur le marché, qu'elles soient issues de la biomasse, du pétrole, sont considérées comme un plastique. Le seul plastique on va dire, ou la seule matière polymère qui n'est pas reconnue, qui est identique, qui est considérée comme un non plastique, c'est le VA. Parce qu'en fait, est-ce que la matière elle est synthétisée de manière naturelle? Ouais, c'est ça qui définit. Dès qu'il y a un processus, et c'est pour ça que le PHA est aussi il était à un moment donné considéré comme une matière naturelle, mais l'Europe a considéré que, vu que c'est l'homme qui fait travailler les bactéries dans un process industriel pour créer le PHA, donc l'Europe considère que c'est une matière plastique. Donc, bioplastique, biosourcé, matière plastique, bioplastique biodégradable ou plastique biodégradable, tout ça, il y a la notion de biodégradable, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. En fait, il y a une partie qui est. Si on parle de bio-PE, par exemple, c'est un pétro-sourcé où une partie de la matière première est issue de la biomasse. En général, c'est les déchets de l'industrie agroalimentaire. Hein. C'est plus de l'alimentaire qu'on prend, mais par exemple les cannes à sucre, les déchets de betterave, voilà, des choses comme ça. C'est des sucres qu'on transforme en chaîne, en macromolécules pour faire du plastique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que oui. Du moins, je n'ai pas de remarques dans le chat. Alors, pour les gens qui souhaitent poser des questions, vous pouvez utiliser le chat tout simplement et nous écrire votre question. J'ai rien d'autre pour l'instant. Alors, je ne sais pas si on patiente quelques minutes, si tu as des choses à ajouter ou si on conclut. Et de toute façon, vous pouvez poser vos questions par email par la suite. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, on est à votre disposition, hein, comme le dit Frédéric. Donc, vous avez mes coordonnées sur la présentation qui est téléchargeable. Hein, donc, dans les documents à distribuer, là, vous pouvez télécharger le support en PDF.
puis donc, je suis à votre disposition pour en discuter, et même nos experts, l'équipe d'IPC. Et pour vous aider dans vos choix, on a un expert on a des experts en éco-conception et en ACV en interne à l'IPC qui peuvent vous répondre si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais juste ajouter que vous allez tous recevoir un email avec le replay de ce webinaire si vous souhaitez le partager à vos collègues ou collaborateurs. Et puis voilà, donc ça va arriver d'ici quelques jours dans votre boîte mail. Voilà, Yves, j'ai terminé. Ok, donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et puis un prochain webinaire dans la même thématique, enfin thématique différente, mais dans le même programme. Ok. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée à tous, au revoir.